Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de comic books interdits qui pourraient bien ouvrir la porte des enfers. Il y a quelques semaines, Spawn fêtait en grande pompe son 300e numéro. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du héros de Todd McFarlane car j'en ai déjà parlé récemment. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir cette vidéo qui est parfaitement complémentaire de celle d'aujourd'hui. Si vous avez lu la première intégrale de Spawn chez Delcourt, vous avez sans doute remarqué cet étrange message qui nous explique que les épisodes 9 et 10 de la série ne peuvent pas être présents dans le livre pour des questions juridiques. Et pour en comprendre l'origine, il faut revenir en 1993. À cette époque, et bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, Spawn connaît déjà un succès retentissant dans le monde de la bande dessinée américaine. Son créateur, Todd McFarlane, déjà reconnu pour son travail chez Marvel, notamment sur Spider-Man, va approcher 4 grands scénaristes de comics pour leur proposer d'écrire un épisode de sa série. C'est ainsi qu'Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim et Frank Miller vont respectivement écrire les épisodes 8, 9, 10 et 11 de Spawn. Le 8e épisode écrit par Alan Moore, à qui l'on doit Watchmen, V pour Vendetta ou encore The Killing Joke, fait d'ailleurs directement écho à ma vidéo précédente, puisqu'on y suit le parcours du tueur Billy Kincaid en enfer. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, ce sont les épisodes 9 et 10. Le 9e numéro de Spawn est en effet né d'une collaboration entre McFarlane et le scénariste britannique Neil Gaiman. Proche d'Alan Moore, il débute sa carrière comme biographe et journaliste avant de se consacrer à l'écriture de comics. Il connaît la consécration avec la série Sandman qu'il écrit pour le label Vertigo de DC Comics de 1989 à 1996 et qui lui vaudra de prestigieuses distinctions. Adepte d'un style polymorphe dépassant largement le cadre des récits super-héroïques, Gaiman s'impose autant comme auteur de romans graphiques que de littérature plus classique, et ça tout genre confondu. Ce 9e épisode s'ouvre donc sur une scène se déroulant au Moyen-Âge, alors qu'une jeune femme en détresse implore l'aide d'un chevalier qui semble posséder les mêmes pouvoirs que Hal Simmons, le Spawn que nous connaissons. Seulement, il s'agit d'un piège, et la jeune femme révèle bientôt sa vraie nature. Elle est en fait Angela, un ange chargé de traquer et d'éliminer les Hellspawn. Son arme secrète dans cette chasse est une lance lui permettant de considérablement affaiblir le soldat des enfers en le séparant de son costume. Sans grande difficulté, elle parvient à venir à bout de son adversaire, avant que nous ne soyons projetés 800 ans plus tard, à notre époque. Spawn y fait la rencontre de Nicolas Cogliostro, étrange personnage à l'aspect négligé qui semble connaître sa véritable identité et l'existence de Malebolgia. Mais leur conversation est rapidement interrompue par Angela qui fait irruption dans la ruelle et se jette sur Spawn sans crier gare. Séparé de son costume symbiotique par la puissante lance de la chasseuse, Spawn plonge dans une dimension où il est à la merci d'Angela, qui y rejoint bientôt la tête la première et les fesses en l'air. Mais Simmons est un coriace et il n'est pas du genre à se laisser faire. Aussi, il parvient à forcer Angela à battre en retraite, ce qui impressionne fortement Cogliostro. L'ange ayant laissé sa lance magique derrière elle, Spawn entre en contact avec le mystérieux artefact, puis disparaît. Et vous allez me dire pourquoi diable ce comic book ne peut pas être réimprimé? Neil Gaiman est ici le scénariste de l'épisode. La politique d'Image Comics étant très claire quant au fait que les personnages restent la propriété de leur créateur, Gaiman est donc sans grande discussion possible le co-créateur avec McFarlane des personnages d'Angela, de Cogliostro, mais aussi de Medieval Spawn que l'on peut voir au début de l'histoire. Pourtant, c'est bien un problème de droit d'auteur qui va semer le trouble entre les deux artistes et ça pour plus de 10 ans. L'origine de cette discorde est à chercher aux alentours de 1997, alors que Gaiman et McFarlane auraient tenté de conclure un accord autour de l'utilisation de ces personnages et des droits de la licence Miracleman. Neil Gaiman voulait en effet récupérer cette dernière, laissant en échange la pleine jouissance de leur co-création à McFarlane. Malheureusement, le deal prévu tomba à l'eau, et en 2002, Gaiman intenta une action en justice contre McFarlane, qui continuait d'utiliser leur co-création sans lui demander son avis. Et ce désaccord ne concernait pas uniquement le 9e numéro de Spawn. Le 26e numéro, qui reprenait plusieurs éléments créés par Gaiman, était aussi au cœur du litige. Il faut rajouter qu'entre 1994 et 1995, Gaiman avait scénarisé une mini-série consacrée à Angela, dessinée par Greg Capullo. Et il reprochait à McFarlane de ne pas lui payer ses droits d'auteur pour les réimpressions de cette série.
McFarlane rétorqua que finalement, pour lui, le Britannique n'était pas co-créateur d'Angela et des autres personnages et qu'il avait seulement réalisé des travaux de commande pour Image Comics. Gaiman accusa par la suite son ancien collaborateur d'avoir contourné le problème en créant en 1999 Spawn Dark Ages. De toute évidence inspiré de Medieval Spawn, ainsi que Tiffany, une ange chasseresse très similaire à Angela. Le jury donna raison à Neil Gaiman sur la propriété des personnages créés, se basant sur le concept même d'Image Comics, censé se comporter plus respectueusement envers les auteurs que ne le faisait Marvel ou DC Comics. Concernant Spawn Dark Ages, la juge Barbara Crabb confirma qu'il s'agissait bien de personnages dérivés des co-créations de Neil Gaiman, et donc qu'à ce titre, il devait toucher des droits d'auteur sur la vente de ses comics. Pour justifier cette décision, la juge insista sur le fait que si McFarlane avait vraiment voulu se dissocier des créations de Gaiman, il aurait très bien pu faire de son nouveau Hellspawn un conquistador ou un gladiateur, plutôt qu'un portrait craché du Medieval Spawn. Todd McFarlane tenta de justifier ses choix artistiques par le fait que tous ces personnages appartiennent à l'univers de Spawn, ce qui expliquait toutes ces similarités d'après lui. Ce qui soulève un point tout à fait intéressant. Aujourd'hui, beaucoup de fans de comics estiment que Neil Gaiman a eu une importance capitale dans le développement de l'univers étendu de Spawn, créant en un seul numéro un background de plusieurs siècles pour le personnage et faisant de lui l'une des nombreuses victimes de Malebolgia à travers les âges. En effet, ce 9e épisode va poser les bases d'intrigues que McFarlane aura tout le loisir de développer au fil du temps et qui nourrissent encore la série après 300 numéros. Cogliostro jouera même un rôle conséquent dans le film de 1997, tandis qu'Angela y fait une très rapide apparition. Pourtant, au-delà du différent ciblant particulièrement les personnages qu'il a co-créés, Gaiman n'a jamais semblé demander plus de reconnaissance quant à sa contribution à l'univers de Spawn. Quoi qu'il en soit, la justice va donner raison à Neil Gaiman. Malgré qu'il n'ait pas existé de contrat à l'origine, Gaiman fut officiellement reconnu comme co-créateur des personnages. Alors que cette décennie de procès affichait un coût exorbitant de plus de 2 millions de dollars, Gaiman finit par récupérer les droits d'Angela, tandis que McFarlane pouvait continuer à utiliser Medieval Spawn et Cogliostro. En 2013, Gaiman vendit les droits de la chasseuse de démons à Marvel Comics qu'il intégra à son univers. Une conclusion plutôt amusante quand on sait que Marvel avait largement parasité les négociations entre Gaiman et McFarlane autour des droits de Miracle Man. Après une apparition dans le 10e numéro de Age of Ultron, Angela fut intégrée à la famille des Asgardiens puis travailla avec les Gardiens de la Galaxie. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de Angela Inestimable dans la collection Deluxe de Panini Comics car c'est un excellent moyen de découvrir la version modernisée du personnage. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce 10e épisode de Spawn fait totalement écho à tous ces problèmes de droit. Ce numéro est scénarisé par Dave Sim, un auteur canadien à qui l'on doit la série Cerebus the Aardvark. Comptant 300 numéros, publiés de 1977 à 2004, elle détenait le titre de comic book indépendant le plus long jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par la sortie du 301e épisode de Spawn en 2019. Dave Sim considère sa série comme un énorme roman graphique abordant une grande diversité de sujets au fil de ses différents arcs. Son héros Cerebus est un Oryctérope, aussi appelé cochon de terre. Ce mammifère d'Afrique se nourrit particulièrement de termites. Merci Jamie, mais est-ce qu'on peut revenir au comic book ? Après son contact avec la lance d'Angela dans le numéro précédent, Spawn est mystérieusement téléporté au 7e niveau des enfers. Il y découvre d'autres héros prisonniers appelant à l'aide à travers les barreaux de leurs cellules. On peut entre autres reconnaître la chose, Spider-Man, Wolverine ou encore Batman. Tout au long de son parcours, Spawn croise de nombreux individus encagoulés et entravés, auxquels il se sent étrangement connecté. Cerebus fait alors irruption et explique à Spawn que ces personnages prisonniers sont des super-héros et que les hommes cagoulés sont leurs créateurs, ceux qui les ont vendus. Cet épisode totalement méta est peut-être l'un des plus marquants des premières années de Spawn, puisque porteur d'un message particulièrement significatif à l'époque. Il s'agit bien évidemment d'une critique assez acide des Big Two et de leur politique vis-à-vis des créateurs qui avaient notamment poussé McFarlane et d'autres jeunes auteurs à fonder Image Comics. Dave Sim est particulièrement engagé sur la question. Il a d'ailleurs reversé l'intégralité de ses gains sur ce numéro à la Comic Book Legal Defense Fund, une organisation ayant pour but de défendre la propriété intellectuelle des auteurs de bandes dessinées aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, il a porté une attention toute particulière à la protection de sa création, Cerebus. Et il en va de même pour McFarlane qui s'est toujours entouré d'avocats spécialisés afin de s'assurer d'avoir un contrôle total sur ses différentes productions.
Deux comportements similaires qui ont fini par s'opposer pour jouer un rôle dans la difficulté à rééditer cet épisode, ce qui est incroyablement paradoxal quand on sait de quoi il traite. Le plus dingue, c'est que ces deux épisodes sont hyper importants et symboliques pour Spawn. Le numéro 9, en donnant une profondeur inattendue à l'univers étendu de Spawn, va définir plusieurs grandes intrigues et rendre instantanément culte des protagonistes comme Angela. Le numéro 10, en soulignant le bouleversement sans pareil que connaît le monde de la BD américaine dans les années 1990 et l'évolution des mentalités vis-à-vis du travail et des droits des artistes. Nous sommes là face à deux piliers majeurs du comic book indé moderne. Des univers riches utilisant leur propre chronologie, et une politique d'auteur forte qui impose la vision de créateurs qui ne sont plus de simples employés de l'éditeur. Aujourd'hui, les tensions se sont apaisées et les épisodes dont je vous ai parlé sont notamment disponibles en format numérique sur certaines plateformes, mais tous les remous autour d'eux méritez bien qu'on s'y intéresse. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.